Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cette deuxième partie du débriefing des experts. Et nous sommes toujours avec nos deux personnalités, avec Constant Ebara Peya, qui est un politologue, et avec Alphonse Ndongo, qui est journaliste. Alors, monsieur, on va donc aborder cette seconde partie qui va être consacrée au portrait de l'un des 9 candidats. Ce jour, on va présenter monsieur Angios Ngangia Ngambe, qui est du Parti pour l'Action de la République, le PAR. Il avait déjà été candidat malheureux lors de l'élection de 2009. On va suivre ce portrait qui est réalisé par notre envoyé spécial ici au Congo, Viviane Baoken. En course à la présidentielle du 20 mars 2016, Angios Ngangia Ngambe est l'un des candidats de l'opposition républicaine. Représentant du Parti pour l'Action de la République, il brigue pour la deuxième fois le fauteuil présidentiel. Déterminé à l'emporter par un KO dès le premier tour, Angios Ngangia Ngambe propose une idéologie qu'il juge plus constructive à ses militants. En 2009, le 12 juillet 2009, les Congolaises et les Congolais ne m'ont pas compris. Ils ont cherché à me comprendre bien après. Et tout ce que je disais, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que je crois et je pense que le Congolais a déjà compris que voilà le vrai candidat qui vient pour changer complètement la structure congolaise. Dans son projet de gouvernement qu'il nomme « Aujourd'hui prépare demain », il se considère comme l'homme original avec des idées neuves et des paroles rationnelles. L'argument le plus solide qu'Angios Ngangia Ngambe brandi durant cette échéance électorale est son projet de développement de nouveaux pôles de croissance économique pour le Congo. Et moi, mes ressources de ma gouvernance de demain, ça va se reposer sur les impôts, donc la fiscalité douanière. Demain, le pays, là, il faut que nous arrivions un peu à oublier le pétrole, le bois et les autres minéraux. Il faut que nous nous appuyions sur les impôts et la douane. C'est les ressources propres pour développer ce pays-là. Toujours pour faire montre de parité, le candidat du Parti pour l'Action de la République a tenu à organiser des primaires au sein de son parti politique afin de bénéficier de l'accompagnement des partisans. Durant le quinquennat auquel il aspire, Angios Ngangia Ngambe annonce d'ores et déjà un gouvernement réduit à 24 ministres avec une juste part à la gente féminine. Alors, monsieur Angios, en 2009, déjà été candidat. Et il sortait des rangs du Parti congolais du travail, le PCT, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça n'a pas prêté à confusion déjà en 2009? Est-ce qu'on n'a pas pu le soupçonner d'avoir été envoyé pour faire diversion? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas interdire aux gens de se faire une idée, surtout lorsqu'il s'agit de juger le lendemain politique national. Je sais qu'Angios, de par sa formation de douanier, quand je lis bien son programme, il voudrait davantage doper les recettes budgétaires à travers un rehaussement de la fiscalité douanière. C'est pas des mesures très populaires, ça. Et c'est pas populaire, et aussi les impôts. Mais seulement, tout cela n'est pas chiffré. Tout cela n'est pas chiffré parce que ce que Ngambe, le candidat Angios, ne doit pas oublier, c'est que le Congo appartient à une union économique, c'est la zone CEMAC, et que les choses sont souvent harmonisées dans le cas d'espèces. Donc, il y a des taux dont on ne peut... Il y a des taux pour lesquels on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil. Et donc, par conséquent, j'ai bien lu son programme, je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'il va le faire, parce que déjà, pour certains entrepreneurs locaux avec lesquels nous discutons, ils se plaignent déjà quand même d'une certaine pression fiscale qui ne leur permet même pas de pouvoir embaucher, n'est-ce pas, des jeunes Congolais qui sont sur le pavé. Et je ne sais pas comment est-ce que il voudrait davantage compter sur le secteur impôt-douane pour pouvoir évidemment résorber le déficit budgétaire causé par la baisse du prix du baril de pétrole. Je sais que ça parfois c'est des bonnes idées, mais il va falloir agencer tout cela, sinon les gens se retrouveront dans une pression fiscale qui ne leur permet pas de pouvoir joindre les deux bouts. Et par mais généralement, quand on bat campagne, Alphonse et Constant,
On ne dit pas qu'on va augmenter les impôts. Et oui, mais lui, il prend le courage, de le dire. C'est quand même un personnage qui est un peu atypique. J'ai d'ailleurs pu voir une vidéo qui circule sur Internet où on le voit en train de battre campagne dans un avion. Un vol entre la France et Brazzaville. Oui. Il battait campagne dans l'avion en distribuant des tracts. Quand même, et c'est assez original hein, de vouloir augmenter les taxes. Promettant cela à des électeurs, est-ce que ça va faire recette ça? Bon, d'abord je vais commencer par dire que le fait que M. Ngangia Ngambé sorte des rangs du PCT ne pose pas de problème. Parce qu'en réalité, la plupart des entrepreneurs politiques congolais sont sortis du moule du PCT. Puisque le PCT était le parti unique. Et ce sont des gens qui ont quitté le bateau juste avant le naufrage. Bon, et puis à partir de là, ils se sont sortis, ils pensaient être lavés, nettoyés de tout ce qu'ils ont fait de l'autre côté. Donc, le fait qu'Angios sorte de là ne pose pas de problème. Maintenant, M. Ngangia Ngambé, il faut louer son courage parce que même en 2009, c'était le seul candidat en dehors du président sortant qui avait fait le tour du pays en 2009. Mais il a les moyens, il avait un jet privé qui lui permettait de faire le tour de 12 départements, y compris Brazzaville et Pointe-Noire. Et il est sorti deuxième, si je ne me trompe pas. Non, il n'est pas sorti deuxième parce que c'est Kinyumbi qui est sorti deuxième. Voilà. En tout cas, il devait occuper le dernier maillon du classement. Malgré les moyens dépensés. C'est pour dire que ce n'est pas les moyens qui font nécessairement le vote. Et puis pour le cas de M. Angios Ngangia Ngambé, le principal qu'il aura ou bien qu'il va rencontrer, c'est la question du fief. Il partage le même fief électoral avec le président sortant. Parce que Ngangia est des plateaux, donc d'Olombo, et le président Sassou a pour fief les plateaux, en tout cas le fief traditionnel. D'où peut-être que ce qui s'est passé en 2009, où on avait l'impression que c'était peut-être une candidature qui était suscitée. Mais comment est-ce qu'on peut susciter une candidature dans son fief? Ça va égrener les voix, des propres voix. On ne peut pas susciter une candidature dans son fief. Logiquement. Peut-être dans des situations où on pense qu'on est en train de faire de la dramaturgie politique. Après de ce moment, on essaie de le faire. Maintenant, objectivement parlant, Monsieur Ngangia, partageant le même fief avec le président, le candidat sortant, aura vraiment du mal à s'affirmer parce que le vote communautaire chez nous étant beaucoup plus lié à l'identification partisane, bon, je vois comment M. Ngangia peut s'en sortir. Mais le fait de s'appuyer, revenant un peu sur l'aspect économique, il s'appuie effectivement sur les impôts, c'est-à-dire tout ce qui est fiscal. Oui. Bon, là, ça peut être des mesures populaires, j'allais même dire populistes à un certain moment. Mais je pense que devant l'action, M. Ngangia sera confronté à la réalité du terrain parce que quand vous savez, on dit souvent trop d'impôts, tue l'impôt. Et en augmentant trop d'impôts, vous chassez les investisseurs. En promettant déjà une augmentation des impôts en pleine campagne électorale, voilà. C'est assez particulier comme on l'a dit. Mais il parle aussi d'un point important pour le Congo, qui est celui de la diversification. Sortir de la dépendance pétrolière, ça quand même, Alphonse, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai que tous les candidats certainement en parlent. Oui, c'est vrai que tous les candidats en parlent, mais il faut que cela soit détaillé, Thierry, et que cela soit aussi chiffré. C'est facile de parler de diversification de l'économie nationale, tous les candidats en parlent. Mais comment est-ce qu'on peut sortir, n'est-ce pas, de la dépendance de l'unique produit que nous avons, le pétrole, et qui d'ailleurs contribue pour l'essentiel dans nos recettes budgétaires. Le problème n'est pas de le dire, mais le problème est de présenter aux Congolais son projet, comment est-ce que cela est faisable, comment est-ce que cela, c'est vrai qu'il le dit, mais j'avoue que beaucoup de gens prennent parfois Angios Ngambé pour leur tête de turc, parce que il est un peu comme un éclair. C'est un candidat qu'on ne voit que lorsqu'il y a la présidentielle. C'est des partis qui vivent au gré de la température Vous voulez dire qu'entre deux présidentielles, le part n'existe pas? Vous n'entendez pas parler... Pas d'élus locaux?
à ce que je sache, non. Il ne prend pas non plus position sur les faits importants de l'actualité nationale. Et souvent, il navigue entre l'opposition radicale et l'opposition modérée. Donc, c'est un peu ça le prototype ou bien la caractéristique, n'est-ce pas, d'Anguios. Moi, personnellement, si je ne le retiens pas dans ma shortlist, si nous étions, n'est-ce pas, sur le terrain de la boxe, je dirais qu'il fait partie de ce qu'on appelle les poids-plumes. Parce que Anguios, à ce que je sache, comme le disait Constant tout à l'heure, il partage le même fief électoral que le président sortant. Et lorsqu'on sait que le vote est ethnocentriste dans notre pays, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait dégager un score tout à fait honorable dans cette partie du pays, quels que soient les jets privés mis à sa disposition, quelle que soit sa campagne à l'américaine. La réalité du terrain est là, et d'autant plus qu'il présente un projet qui ne fait pas des heureux dans le monde des opérateurs économiques, y compris les consommateurs congolais. L'autre chose qu'il faut marquer sur cette candidature-là, c'est qu'il a bataillé pour être représentant de son parti. Si je m'en tiens à ce que j'ai pu lire, il y avait 5 candidats en lice, il y a eu des primaires, il a obtenu 1005 voix, soit 54,82%. On va dire que le PAR, son parti c'est le PAR, c'est vraiment une formation démocratique. La presse n'a pas été associée à la primaire. Je n'ai pas eu vent de l'information selon laquelle il y avait une des primaires au sein du PAR, donc je n'ai pas pris connaissance de ces primaires. Des primaires, c'est quelque chose qui doit être ouvert à... Mais bon, il y a des journaux qui en ont parlé. Peut-être que vous n'avez pas été invité, vous personnellement, mais il y a des journaux qui en ont parlé. Oui, Constant. Mais, M. Thierry Conga, il faut retenir que la plus grande ruse du pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. Ben, vous revenez à ce que tout à l'heure je disais. La plus grande ruse du pouvoir, c'est d'organiser sa propre contestation. Mais vous allez voir, le problème, c'est que cette contestation-là est canalisée. Comme M. Ngangia nous dit qu'il a organisé des primaires dans son parti. Bon, sur le plan de la forme, oui, mais d'abord, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de militants de ce parti? Et comment donc s'est organisé ces primaires? Quel était le critère d'abord de postuler pour être candidat? Quels étaient les critères? Alors je vais vous dire, il y avait des militants et sympathisants de Brazzaville, du Poul, des Plateaux, de la Sangaï, de la Bouenza. Le corps électoral était de combien? Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais lui, il a été élu avec 1005 voix. Oui, d'accord, c'est combien? 54,82%. Je suppose donc qu'il y avait au moins 2000 voilà, vous voyez que c'est un flou qui est là. Mais il a essayé de le faire. Moi, je l'ai suivi, à l'époque, j'étais encore de l'autre côté là-bas. Je l'ai suivi dire que c'est pour la première fois qu'un parti politique va organiser les primaires. Mais en réalité, il les a organisés tout en sachant qu'il devait les gagner, les remporter. Puisque c'est lui qui a des moyens. Combien de gens dans son parti ont les moyens que lui? Pour le jet privé. Vous voyez, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte politique où la figure emblématique du leader prime. Que ce soit du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir. Vous allez voir même dans les partis politiques, outre même celui de Ngangia, le président du parti est le candidat naturel, pour parler comme qui on sait, suivez mon regard. Le président du parti est le président naturel. Donc M. Ngangia savait bien qu'il devait remporter ou la messe primaire. Il l'a fait et il les a remportés. Bon, maintenant, nous allons voir donc dans son parti, donc combien de temps il va laisser la gestion du parti à une autre personne. Est-ce qu'il y a la limitation du mandat dans son parti? Qu'après tant d'années, bon, il va quitter pour laisser... C'est ça aussi la disposition démocratique dans le parti. Ça peut venir faire la dramaturgie politique à la veille de l'élection. Peut-être que vous avez organisé les primaires, mais il faut aussi passer la main. Après avoir on verra si après le 20 mars... Voilà, il s'est déjà présenté à 2 reprises. Il va passer justement la main. Il s'est déjà présenté à 2 reprises. Bon, c'est sa dernière chance, je suppose. S'il ne gagne pas, qu'il passe aussi la main à un autre candidat, dit bon, moi je ne vais pas me présenter aux primaires, en tout cas organiser la primaire sans moi. Là on verra s'il est vraiment démocrate. Alphonse, vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux primaires? C'est quand même une première. Oui, si c'est vrai qu'il y a eu des primaires, c'est dommage. En tant que journaliste, je n'ai pas été informé des primaires au sein du parti PAR, mais bon, si cela s'est fait,
je dis c'est une grande première, n'est-ce pas, dans l'espace politique national, parce que je ne connais pas un parti qui a déjà organisé des primaires pour pouvoir dégager un candidat devant le représenter à la présidentielle. L'une des particularités aussi de M. Ngambé, en 2009 déjà il refusait de rendre visite aux chefs traditionnels et aux autorités administratives, estimant que c'était à eux de venir le rencontrer, puisque lui, il était candidat au scrutin présidentiel. Il a eu des petits soucis, selon la presse locale, récemment, il y a quelques jours, en allant battre campagne à Imfondo, selon la presse, dont les autorités auraient estimé qu'il n'était pas au courant qu'il arrivait là, donc il n'a pas pu, après son atterrissage avec son avion, il n'a pas pu battre campagne, selon la presse. Déjà, là, est-ce que ça ne va pas présager pour lui une campagne un peu difficile sur le terrain? Je suis un peu mal placé en tant que journaliste pour confirmer une telle information. Je l'ai lu moi-même aussi dans les réseaux sociaux que Angios n'a pas pu battre campagne à Imfondo parce que les autorités locales, notamment le préfet, n'ont pas permis que son avion puisse se poser. Vrai ou faux? Si cela est vrai, je dis c'est une entrave, n'est-ce pas, à la liberté de circulation dont devrait bénéficier tout candidat à la présidentielle du 20 mars prochain. Mais si, évidemment, cela n'est pas vrai, je sais aussi que ce n'est pas vraiment le fief, il faut le reconnaître. Imfondo, c'est une chasse gardée, généralement du PCT. C'est un terrain qui est reconnu proche du parti au pouvoir, dont notamment avec un électorat, me semble-t-il, qui est beaucoup plus proche du parti au pouvoir. Est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que ce sont les autorités administratives de la contrée, c'est-à-dire d'Imfondo, qui ont usé de zèle pour l'en empêcher? Ou alors, tout simplement, c'est aussi, pourquoi pas, une pavée dans la mare lancée comme ça dans la presse pour éventuellement lui donner un certain crédit. Je suis pour l'instant mal placé pour apprécier ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux. Constant Ebara, PA, justement sur les relations qu'il pourrait avoir avec les autorités administratives et même traditionnelles, parce que si en 2009 il n'allait pas à la rencontre des autorités traditionnelles, on sait quel est le poids qu'elles peuvent avoir dans l'opinion au sein des communautés villageoises. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi pour lui un handicap futur? Bon, mais M. Ngangia, il faut qu'il soit cohérent avec lui-même. Il ne peut pas demander aux électeurs de venir vers lui. Il part à la drague des électeurs. Alors, les chefs traditionnels sont des électeurs comme toute autre personne, d'abord, sur ce terrain-là. Et deuxièmement, les chefs traditionnels sont des dépositaires d'un certain nombre de valeurs. Et partir donc vers les chefs traditionnels ne veut pas dire d'aller les faire allégeance, forcément. Lui, c'est un candidat qui va à la drague des électeurs. Alors, la réalité politique voudrait qu'on pêche n'importe où, pourvu que les eaux contiennent des poissons. S'il permet de dire, bon, moi je ne vais pas vers les chefs traditionnels, peut-être pourquoi, qu'est-ce qu'il reproche aux chefs traditionnels, je ne sais pas. Mais tu parles des autorités politico-administratives. En réalité, nous sommes en période de campagne. Et en période de campagne, tous les candidats ont les mêmes chances. Alors, moi, je reste un peu sceptique sur ce qui concerne la crédibilité de cette information. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez aujourd'hui, la démarche de ceux qui sont au pouvoir, ils sont dans une perspective de vouloir légitimer, montrer aux yeux de l'opinion que la compétition est libre, que chaque citoyen... Ils n'ont aucun intérêt à entraver l'action d'un autre candidat, oui. Parce qu'il y aura une incidence sur la crédibilité même de ce scrutin. Quand on a suivi dernièrement le Parti socialiste qui dénonçait déjà certaines choses, disons qu'il y a certains candidats qui ne voulaient pas, qu'on ne permettait pas de sortir, alors les autorités politico-administratives n'ont aucun intérêt à le faire. En tout cas, je ne suis pas sûr. Mais ça peut être aussi un coup de publicité. Vous voyez, pour se faire connaître, on lance une information comme ça là pour se faire parler de lui. Ça peut arriver. Merci beaucoup, monsieur. C'est la fin de cette deuxième séquence. On va se retrouver dans quelques minutes pour la troisième et dernière partie de l'émission.